l'unité 3, c'est l'unité d'homéostasie. Dans cette unité-là, on va voir premièrement c'est quoi l'homéostasie de façon générale, mais avant d'embarquer là-dedans, je vais commencer par parler des différents systèmes que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous savez que le corps humain est composé en différents systèmes qui, eux, sont faits d'organes et que ces organes sont faits de tissus et de cellules et ainsi de suite. Ça, c'est toute une hiérarchie que vous avez vue à partir de au moins la 10e année et que vous avez probablement revue aussi en 11e. Donc, le système circulatoire, c'est un système que vous avez vu en 10e année et en 11e année, et c'est un système qui permet de transporter le sang à travers le corps. On sait que c'est le cœur qui est l'organe principal de ce système et qui va pomper le sang à travers des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins vont aller à toutes les différentes cellules du corps pour pouvoir aller acheminer les nutriments, comme par exemple le glucose ou l'oxygène à ces cellules, et aussi d'acheminer le dioxyde de carbone jusqu'à tes poumons pour qu'ils puissent être sortis de ton corps. Ça veut dire que c'est un système qui permet de transporter des gaz, faire des échanges gazeux avec l'extérieur, mais aussi qui permettent d'éliminer certains déchets, parce que ce système circulatoire n'est pas seulement connecté à tes poumons, mais il est aussi connecté à tes reins. Et on va voir le rôle de l'élimination des déchets métaboliques à travers les reins à partir du dernier chapitre de cette unité. Le système circulatoire aussi fait partie d'un système qui permet de transporter les cellules immunitaires, donc il fait partie aussi de ton système immunitaire parce qu'il contient des globules blancs qui, eux, permettent de donner des réponses immunitaires, créer des anticorps et ainsi de suite. Et c'est aussi un système qui va transporter ce qu'on appelle des facteurs de coagulation qui permet la coagulation du sang lorsqu'il y a une blessure. Un système que vous connaissez probablement un petit peu moins, c'est le système lymphatique. Le système lymphatique, on n'en parle pas beaucoup au secondaire, mais c'est quand même un système très important parce qu'il permet de détoxifier le corps et il permet aussi de créer une réponse immunitaire. Donc, comme j'avais dit, le système circulatoire, lui, contient des cellules immunitaires, mais ces cellules immunitaires, une partie d'entre eux vont se retrouver dans ton système lymphatique, particulièrement des endroits, des extrémités ou des jonctions qu'on appelle des ganglions lymphatiques, où ils vont rester et attendre pour que la lymphe, qui est le liquide qui se trouve dans les ganglions lymphatiques, qui ressemble un petit peu au plasma sanguin sans les globules rouges, se rende à ces ganglions lymphatiques, ces différents endroits-là du corps. Donc, on en a autour du cou, on en a en dessous des aisselles, on en a à différents endroits de ces ganglions lymphatiques, donc à tous les petits branchements, la jonction de branchement, tu vas avoir un ganglion. Et ces ganglions-là vont contenir des cellules immunitaires qui, elles, attendent que la lymphe arrive. Et la lymphe, puisqu'elle permet de détoxifier le corps et de transporter des substances qui devraient sortir du corps, elle va transporter des fois des cellules qui peuvent être étrangères, comme par exemple des bactéries ou des virus. Et lorsque une cellule immunitaire dans ces ganglions lymphatiques rencontre une bactérie ou un virus ou un antigène, donc quelque chose d'étranger au corps, elle peut déclencher une réponse immunitaire et créer des anticorps qui, eux, vont te protéger si jamais tu as une infection future. C'est une raison pourquoi les médecins, quand vous allez les voir, parce que vous ne vous sentez pas super bien, qu'ils vont toucher, ils vont palper les côtés de ton cou, parce que s'ils veulent voir si les ganglions sont enflés. Parce que si les ganglions sont enflés, ça veut généralement dire qu'à cet endroit-là, il y a une réponse immunitaire qui est en train de se développer parce qu'il y a eu des bactéries ou des virus qui se sont rendus dans ce ganglion-là et qui font que les cellules immunitaires dans ces ganglions sont en train d'être activées et sont en train de se multiplier pour être capables d'induire une réponse immunitaire. C'est pour ça que, disons que si vous avez mal à la gorge, ils vont palper ici. Mais si vous avez une infection ailleurs, par exemple dans le bras, ça va être des ganglions plutôt du bras qui vont être affectés. C'est une des raisons aussi pourquoi certains d'entre vous, si vous allez vous faire un vaccin, donc le vaccin, ils vont généralement l'administrer de façon intramusculaire dans le bras, ça peut induire une sensation de gonflement en dessous du bras ou de douleur en dessous du bras, donc dans l'aisselle. Ça, c'est parce que l'injection se fait à cet endroit-là. La réponse immunitaire la plus proche va se faire dans les ganglions en dessous de l'aisselle, qui, eux, vont enfler et vont commencer à se multiplier pour pouvoir créer une réponse immunitaire. Le système lymphatique permet non seulement de détoxifier et d'induire une réponse immunitaire, il va aussi permettre de faire circuler les hormones à travers le corps. À travers le système endocrinien qu'on va voir dans un prochain chapitre. Un autre système que vous connaissez déjà, c'est le système digestif. Vous savez que la nourriture rentre par la bouche, passe à travers l'œsophage, se rend
dans l'estomac, passe à travers le petit intestin, le gros intestin et éventuellement sort à travers l'anus, et que ce système permet d'acheminer des nutriments à l'intérieur de la circulation sanguine pour qu'on puisse y avoir accès. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il a aussi un rôle de production d'hormones qu'on va voir quand on va parler du chapitre du système endocrinien, mais aussi il a un rôle d'excrétion de certains déchets. Donc ça, on le sait déjà à partir du fait que toute la nourriture qui n'est pas absorbée par le corps va être sortie, mais on va voir qu'il y a d'autres déchets qui vont sortir aussi, comme par exemple les globules rouges qui ont été dégradés et qui ne fonctionnent plus. Mais on va aussi voir qu'ils ont un rôle important au niveau de la défense de l'organisme parce que dans nos intestins, on a une flore intestinale qui est faite de bactéries qui, elle, a comme rôle de nous protéger contre des bactéries qui sont potentiellement mauvaises pour nous. Puis ça, c'est par le fait qu'il va y avoir une colonisation de ces bactéries-là dans notre intestin qui font de la compétition aux bactéries qui sont pathogènes, donc qui causent des maladies. C'est une des raisons pour laquelle, quand on prend des antibiotiques, les médecins nous recommandent de prendre des probiotiques pour essayer de rétablir une flore intestinale avec des bactéries qui ne sont pas nocives pour nous, donc qui ne sont pas pathogènes, comme par exemple lactobacillus, donc des bactéries qu'on retrouve dans le yogourt, par exemple, qui, eux, ne causent pas de problèmes au niveau, ne causent pas de maladies chez les êtres humains, mais vont coloniser notre intestin et empêcher les bactéries qui causent des maladies de s'installer et de prendre de la place dans notre intestin, nous rendant malades. Un autre appareil que vous connaissez déjà, c'est l'appareil respiratoire. Vous savez que c'est fait dans le fond du bouche, de la nez, du nez, de la trachée, des bronches, des bronchioles et des poumons, et qu'on sait que les échanges gazeux se font au niveau des alvéoles, où ces alvéoles sont des petits sacs qui sont tapissés d'une membrane qui permettent des échanges gazeux. Rappelez-vous, avec le système circulatoire, parce que rappelez-vous que les gaz comme le CO2 et l'oxygène sont des très petites molécules non polaires et elles peuvent facilement diffuser à travers des membranes selon leur gradient de concentration. Donc, à l'aide du gradient de concentration, ces gaz-là vont s'échanger entre le système circulatoire et l'intérieur des alvéoles. Et ça va permettre de faire que l'oxygène peut rentrer dans notre système circulatoire et que le dioxyde de carbone peut sortir de notre système circulatoire et sortir à l'extérieur de notre corps. L'appareil urinaire que l'on va voir dans le dernier chapitre, comme étant le système excréteur, c'est un système qui non seulement permet de se débarrasser de déchets métaboliques de notre sang, mais va être aussi, donc filtrer notre sang, mais va aussi être important au niveau du maintien de l'homéostasie parce qu'il va être capable de réguler le relâchement de certaines hormones et faire en sorte que ce n'est pas seulement un système qui permet d'éliminer des déchets, mais aussi ça permet aussi de réguler certaines réponses hormonales à travers notre corps. Mais je n'irai pas en détail maintenant, je vais en parler beaucoup plus tard dans le dernier chapitre. Il y a aussi le système tégumentaire qui est souvent ignoré. Le système tégumentaire, dans le fond, c'est tout le système de notre peau qui agit comme une barrière extérieure. Donc, le système tégumentaire comprend la peau, les poils et les ongles. Et c'est un système qui est non seulement un système de barrière contre l'extérieur, donc empêchant les bactéries de rentrer dans notre corps et empêchant certaines substances de notre corps de sortir vers l'extérieur. Donc, ça nous protège. Mais c'est aussi un système qui est en lien avec le système nerveux et l'encéphale et qui permet d'agir en tant que récepteur sensoriel pour avoir des informations avec notre environnement. Donc, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on a touché quelque chose? Est-ce que quelque chose nous touche? Est-ce que quelque chose nous fait mal? Donc, ça permet d'avoir ça agit aussi en tant que récepteur qui permet de donner de l'information à notre système nerveux central avec lequel on peut réagir. Et on a aussi le système locomoteur qui, elle, comprend plusieurs différentes composantes. Donc, elle comprend le système squelettique et aussi le système musculaire parce qu'on ne peut pas avoir de mouvement sans muscles, mais pour avoir des muscles, on a besoin d'un squelette qui permet une attache à ces muscles-là pour qu'on puisse se déplacer. Ces systèmes-là vont aussi interagir avec le système nerveux, donc tous les différents systèmes qu'on a vus vont agir avec le système nerveux, qui lui permet de coordonner des actions. Il va aussi permettre de gérer des informations sensorielles provenant de l'extérieur
et agir en fonction de cette information sensorielle pour donner du mouvement ou pour pouvoir donner une réponse hormonale à cette information-là dans le but de nous protéger ou dans le but de gérer ce qui se passe soit intérieurement ou extérieurement. Mais je vais définitivement rentrer très en détail dans le système nerveux dans les premiers chapitres, donc après avoir parlé de l'homéostasie en général. Et on va avoir une petite section d'un petit chapitre sur le système reproducteur dans lequel on va surtout parler des réponses hormonales qui se font dans les systèmes reproducteurs masculins et féminins. Donc, c'est plus, on va moins voir ça au niveau anatomique, donc on va quand même parler de l'anatomie du système reproducteur, mais on va surtout parler des réponses hormonales de ces différents systèmes reproducteurs pour permettre la reproduction en général. On ne parlera pas vraiment de la gestation, je vais juste le mentionner très rapidement quand on va parler du système de rétroaction qui est un système de rétroaction positive. Maintenant, c'est quoi l'homéostasie? L'homéostasie, c'est un nouveau mot que vous connaissez probablement pas, mais la définition, c'est la tendance de l'organisme à maintenir le milieu intérieur relativement constant. Pour que l'on puisse survivre, il faut que notre milieu intérieur ne varie pas trop extrêmement. C'est essentiel à notre survie. Dès que les variations dans notre corps sortent d'une certaine zone de sensibilité ou une certaine zone acceptable, c'est là où notre vie est en danger. Ça veut dire que notre système, tous nos systèmes interagissent ensemble pour essayer de maintenir notre organisme et l'intérieur de notre organisme dans un environnement relativement constant avec des valeurs relativement constantes. Mais il faut se rappeler que c'est un processus qui est dynamique. C'est dynamique parce qu'on est un système qui est ouvert et qui a des interactions avec notre environnement. On mange, on excrète des choses, on inspire, on expire, il fait froid des fois dehors, il fait chaud des fois dehors. Donc, il y a beaucoup de variations qui peuvent se faire avec notre interaction avec notre environnement, ce qui va changer un petit peu comment ça se passe dans notre corps. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir des changements qui vont s'opérer, mais c'est que ton corps doit être capable de percevoir ces changements-là et de trouver une façon de les ramener dans une zone acceptable. Donc, ici, on peut faire une analogie, c'est comme utiliser je ne sais même plus comment appeler ça, une balance dans laquelle on doit essayer de se maintenir dans une certaine zone d'équilibre au niveau de cette balance-là. Voici quelques choses qui font partie de l'homéostasie. Donc, il y a plein de différentes choses qui font partie de l'homéostasie, mais je vais vous donner 3 exemples juste pour vous donner une certaine idée de quoi je parle exactement. On sait que notre corps devrait maintenir une température interne de 37 degrés Celsius. C'est impossible pour notre corps d'être exactement à 37 degrés Celsius en tout temps. Ça, c'est parce que des fois, il va y avoir un coup de vent qui va baisser la température externe, qui va faire que notre corps, sa température interne va baisser légèrement. Mais ça veut dire que quand ça arrive, il faut que notre corps ait un processus mis en place pour faire que la température essaie d'être quand même proche de 37 degrés Celsius, donc augmenter, lorsque l'extérieur de notre corps commence à faire de plus en plus froid et baisser en température. C'est aussi important que, disons que s'il fait vraiment chaud et que la température externe fait que notre corps augmente, la température de notre corps augmente au-dessus de 37 degrés Celsius, il faut qu'il y ait des processus mis en place pour la faire baisser, pour la ramener plus proche de 37. Ça veut dire que la température interne est un processus, un maintien de cette température-là est un processus homéostatique, mais qui ne va jamais maintenir exactement à 37 constamment. Ça va toujours varier autour de 37, plus ou moins une certaine marge de manœuvre qui fait que tu ne peux pas augmenter, dépasser une certaine zone sans mettre ta vie en danger ou baisser en dessous d'une certaine zone sans mettre ta vie en danger. Des processus homéostatiques aussi permettent de maintenir la concentration de glucose dans le sang à autour de 1 g par litre ou 1 mg par millilitre. Et il y a différentes unités qu'on peut utiliser, mais 1 g par litre, c'est une des unités qui est utilisée pour parler de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est la concentration de glucose dans le sang. Et on veut qu'elle reste autour de cette valeur consigne. Mais elle ne sera pas toujours autour de cette valeur consigne parce que des fois, on mange et ça fait qu'il y a du glucose qui rentre dans notre sang par notre système digestif qui augmente notre glycémie.
Et des fois, après avoir mangé, on ne mange pas pendant plusieurs heures. Et ça fait qu'on utilise le glucose dans notre sang pour faire la respiration cellulaire. Et ça fait baisser notre glycémie en dessous de 1 gramme par litre. Mais il faut que notre corps ait des processus mis en place pour essayer de le maintenir dans cette zone-là, autour de 1 gramme par litre. Une autre valeur consigne, c'est le pH de notre sang qui devrait être autour de 7,4. C'est-à-dire qu'il y a des processus homéostatiques qui sont en place dans notre corps pour maintenir le pH sanguin autour de 7,4. Ça veut dire que toutes ces différentes valeurs-là doivent être le plus proche possible de la valeur consigne. Sinon, il peut avoir des conséquences très négatives pour notre corps. Si notre température monte à 39 degrés Celsius, on peut mourir d'une fièvre. Si notre glycémie baisse en dessous de 0,7 grammes par litre, on peut mourir parce qu'on peut entrer en hypoglycémie. Mais l'inverse est aussi possible avec de l'hyperglycémie. Si notre pH descend au-dessus de 7,4, on peut faire une acidose qui peut mener à la mort. Donc, c'est vraiment important d'avoir des processus internes qui gardent ces valeurs-là autour de ces valeurs consignes. Mais comme j'ai dit, c'est un processus qui est dynamique parce que la glycémie, le taux de glucose dans le sang, par exemple, qui est un processus homéostatique, il va varier dépendant de qu'est-ce que tu manges et quand tu manges et combien tu manges et combien de temps ça fait que tu n'as pas mangé. C'est-à-dire que si on regarde la glycémie d'une personne à travers le temps, on peut voir que quand la personne dort, la glycémie baisse parce que la personne ne mange pas. La personne va manger un petit déjeuner, donc c'est la version française pour dire le déjeuner. Ça va faire augmenter la glycémie parce que tu manges quelque chose après t'être réveillé. Mais il va y avoir un processus qui va être mis en place quand ta glycémie va au-dessus de 1 gramme par litre pour faire en sorte que la glycémie redescende. En même temps, tu vas aussi aller à l'école, commencer à faire de l'exercice, bouger, ce qui va utiliser du glucose et qui va faire que ta glycémie va baisser en dessous de 1. Et là, ensuite, tu vas commencer à avoir faim. Et là, tu vas manger quelque chose et ça va augmenter ta glycémie et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est des processus qui sont dynamiques, mais doivent être maintenus autour d'une fourchette acceptable. Ici, elle est indiquée entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre pour la glycémie. Des fois, elle peut augmenter au-dessus de 1,1 g par litre, mais il ne faut pas qu'elle augmente trop parce que ça peut causer le diabète de type 2, comme on va voir plus tard. Maintenant, le maintien de la glycémie va être régulé par le système nerveux, mais aussi surtout le système endocrinien. Et on va voir quelles hormones vont agir sur la glycémie. Donc, soit augmenter la glycémie quand elle est en dessous de 1, ou soit baisser la glycémie quand elle est au-dessus de 2. Mais on va voir ça un petit peu plus tard dans le chapitre au sujet du système endocrinien. Ce qui permet de maintenir la glycémie dans ces différentes zones-là sont des systèmes de rétroaction. Il existe deux mécanismes de rétroaction, le mécanisme de rétroaction négative et le système de rétroaction positive. Les deux systèmes vont avoir par contre ces trois différentes composantes. Ils vont avoir un capteur, donc c'est une structure corporelle qui, elle, va détecter le changement externe ou interne, mais surtout interne. Après que le changement interne va avoir été détecté, il va y avoir le centre de contrôle qui fait partie de ton système nerveux ou de ton système endocrinien qui, lui, va être capable de détecter que la valeur n'est pas celle de la valeur consigne et va mettre en place une action qui va être envoyée à un effecteur qui, elle, va faire que la valeur revienne à la valeur consigne. Ça veut dire que si on revient à la glycémie, si la glycémie est en dessous de 1, il va avoir un capteur qui va détecter que la glycémie elle est basse. Ça va envoyer un message au centre de contrôle qui, elle, va mettre une action en place ou va avoir une décision à faire qui va faire en sorte que la glycémie doit augmenter. Ce message va être envoyé à un effecteur qui, elle, va faire une action qui va faire augmenter la glycémie à 1, par exemple. Le système de rétroaction négative, c'est un système de réponse homéostatique qui va inverser le changement. C'est-à-dire que si on revient à la glycémie, si la glycémie est basse, le système va augmenter la glycémie, donc ça inverse le changement. C'est bas, donc ça augmente. Donc ça, c'est un exemple de système de rétroaction négative. Tu veux renverser la modification pour pouvoir ramener la valeur à la valeur optimale ou la ramener dans la fourchette normale
de ton processus. C'est-à-dire que la fourchette normale pour la glycémie, c'est entre 1,7 et 0,7 et 1,1, donc autour de 1. Donc, c'est un système de bascule, c'est-à-dire que si la bascule penche trop vers la gauche, il va y avoir un système qui va être mis en place pour le faire aller plus vers la droite, pour le ramener à l'équilibre. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de restaurer l'équilibre dans cette situation-là lorsqu'il y a un changement, une perturbation qui a été détectée. Le système de rétroaction négative peut donc être représenté par un schéma comme celui-ci. Tu as ton équilibre, qui est ton homéostasie, qui est s'il y a un débalancement de ton homéostasie, ça va être détecté, ça va créer un stimulus qui va être détecté par un capteur qui va envoyer le message au centre de contrôle, qui lui va prendre une décision pour faire que l'effecteur agisse sur le système pour qu'il puisse ramener l'équilibre. Donc, si on regarde un exemple de la température corporelle, la température corporelle devrait être autour de 37 degrés Celsius. Si, par exemple, il fait très chaud, ça veut dire que la température, ou si tu as fait un exercice physique intense, tu as fait beaucoup de respiration cellulaire, ça a chauffé l'intérieur de ton corps parce que un des produits non voulus, c'est une augmentation de la température ou une perte de chaleur. Ta température interne va augmenter. Le stimulus va être détecté par ton centre de contrôle, qui sont des capteurs dans ton encéphale, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui, eux, vont dire que la valeur consigne a été dépassée. Ça va envoyer un message à différents effecteurs, comme par exemple ta peau. Donc, ça va faire dilater les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que quand tu as chaud ou quand tu fais de l'exercice, tu rougis, parce que tes vaisseaux sanguins sont maintenant dilatés, donc tu les vois plus à la surface de ta peau. Tu vas aussi avoir la sécrétion de sueur de ta peau. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir plus de perte de chaleur à travers ta peau. Si tes vaisseaux sanguins sont dilatés, tu vas avoir plus de chaleur qui va se rendre à la surface de ta peau par ton sang. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de chaleur qui va sortir de ta peau. Et la sécrétion de sueur va faire que tu vas avoir de l'eau sur ta peau qui, quand elle s'évapore, va refroidir la peau et donc faire baisser la température. Ça va faire baisser la température pour la faire retourner à la normale. Si par contre, la température est plus froide à l'extérieur, donc il y a une alarme à feu, tu sors dehors, il fait moins 20, tu n'as pas ton manteau parce que tu n'as pas eu le temps d'aller chercher ton manteau, tu es dehors à moins 20, il commence à faire froid. Le corps va détecter qu'il va y avoir une baisse de ta température interne. Cette détection va être faite par un capteur qui va envoyer le message à ton centre de contrôle qui, lui, va détecter que la température interne baisse en dessous de 37 degrés Celsius. Ça va envoyer un message à tes effecteurs pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc, ça va faire la contraction des vaisseaux sanguins pour essayer de diminuer l'échange de chaleur avec ta peau. Ça va aussi faire la contraction répétée des muscles, donc le grelottement, parce que la contraction va utiliser la respiration cellulaire, faire de l'ATP, puis comme j'ai dit, faire de l'ATP, un des produits non voulus, c'est une perte de chaleur qui va se faire aussi. La constriction des vaisseaux sanguins des extrémités aussi va faire en sorte que la chaleur va être moins perdue aux extrémités et maintenue plus à l'intérieur du corps. Et l'objectif, c'est d'essayer de ramener la température du corps à une température plus élevée en faisant ces actions-là qui ont été données ou dictées à l'effecteur. Donc ça serait des systèmes de rétroaction négative parce que ça essaie de ramener le changement à un équilibre autour de la valeur consigne en faisant certaines actions après la détection du stimulus. La rétroaction positive, il y a beaucoup moins d'exemples de rétroaction positive parce que c'est un système dans lequel tu vas avoir un renforcement de la variation de l'homéostasie, où tu vas accentuer le changement. C'est-à-dire que tu ne veux pas le ramener à la normale, tu veux le rendre encore plus grand. C'est quelque chose qui va être utile dans certains contextes, comme par exemple lors de la coagulation du sang. Donc, normalement, tu ne veux pas que le sang coagule, parce que si ça coagule dans ton système circulatoire, ça peut faire des cailleux qui peuvent faire des ACV qui peuvent mener à la mort. Par contre, lorsque tu as une blessure et que tu saignes, tu veux qu'il y ait la formation de la coagulation du sang et que cette coagulation s'emballe jusqu'à temps que la plaie soit fermée par la coagulation pour ne pas perdre du sang. Il y a des personnes qui souffrent d'une maladie qu'on appelle l'hémophilie, qui, eux, n'ont pas certains facteurs de coagulation et qui peuvent mourir s'ils se blessent même un petit peu
parce que la coagulation sanguine ne se fait pas. La coagulation sanguine, elle va être activée lorsque de l'oxygène rentre en contact ou de l'oxygène en très grande concentration à travers une blessure rentre en contact avec ton système sanguin. Il va y avoir des plaquettes qui, elles, vont s'activer avec des facteurs de coagulation. Et ça va créer un système de rétroaction positive qui va renforcer le système. Donc, plus de plaquettes vont être mobilisées, plus de facteurs de coagulation vont être mobilisés. Les plaquettes et les facteurs de coagulation vont se mettre ensemble pour faire la coagulation à cet endroit-là. Et ça va continuer à s'emballer de plus en plus jusqu'à temps que la plaie soit fermée. Dès que la plaie est fermée, c'est là où la rétroaction positive va arrêter. C'est le signal qui fait que le renforcement et l'accentuation vont arrêter de se produire. Dès qu'il n'y a plus d'oxygène en grande concentration qui rentre en contact avec le sang, parce que le sang s'est coagulé à cet endroit-là et a fermé le blocage, ça va faire en sorte que la rétroaction positive arrête et tout revient à la normale. Et donc, ce n'est pas un système de renforcement négatif ici. C'est juste, dès que le stimulus est plus disponible, c'est là où la rétroaction positive va arrêter. Un autre exemple, ça serait par exemple celle de l'accouchement. C'est-à-dire que lors de l'accouchement, tu as un bébé qui se trouve dans l'utérus. Et lors de l'accouchement, c'est là où la femme va commencer à avoir certaines contractions qu'on appelle de Braxton Hicks. Et si la tête du bébé est bien positionnée, où il frappe le col de l'utérus, donc ça c'est le col de l'utérus, si sa tête est bien positionnée et qu'il est assez gros et que la contraction fait qu'il frappe le col de l'utérus, donc cet endroit-là, ça va induire un système de rétroaction positive. Ce système de rétroaction positive va faire en sorte que les récepteurs qui se trouvent ici, quand ils sont stimulés par l'action de la tête du bébé qui frappe le col de l'utérus, vont envoyer un message, donc ce message-là, à ce qu'on appelle ton hypophyse antérieure et ton hypothalamus, que l'on va voir quand on va parler du système endocrinien et du système nerveux. Et ce message-là des récepteurs qui se trouvent ici va faire une rétroaction positive qui va stimuler ton hypothalamus et ton hypophyse pour qu'ils relâchent de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est une hormone qui, elle, va permettre la contraction des muscles de l'utérus. Ça veut dire que si la tête du bébé ne frappe pas le col de l'utérus, donc si la tête du bébé ne frappe pas cette région-là, il ne va pas y avoir une rétroaction positive qui va être envoyée à ton hypothalamus pour relâcher de l'oxytocine et donc il n'y aura pas de contraction musculaire. Mais si la tête du bébé frappe les récepteurs du col de l'utérus, le message va être envoyé disant « il faut que tu relâches de l'oxytocine pour déclencher des contractions ». Ça va faire que la tête du bébé frappe encore plus les récepteurs. Donc, le message va être encore plus amplifié à ton hypothalamus. Il va avoir encore plus d'oxytocine qui va être relâchée et encore plus de contractions musculaires. Ce qui va faire que la tête du bébé va frapper encore plus le col de l'utérus, ce qui va envoyer encore plus de messages à ton hypothalamus pour relâcher encore plus d'oxytocine pour encore faire plus de contractions musculaires. Et ça, c'est un système de rétroaction positive parce que ça fait que ça augmente le stimulus. Plus que ça frappe, plus qu'il y a de messages, plus qu'il y a d'oxytocine, plus qu'il y a de contractions, plus que ça te frappe, plus qu'il y a de messages, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand une femme commence à accoucher, elle va avoir des contractions qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Donc, elle va commencer à comme 15 minutes d'intervalle, et après ça 10, après ça 5, après ça 2, après ça 30 secondes, et éventuellement, le bébé va sortir. Dès que le bébé sort, c'est là où le stimulus arrête. Parce que dès que le bébé est sorti, il n'est plus dans l'utérus, il ne peut plus frapper le col de l'utérus, donc les récepteurs du col de l'utérus vont plus être activés, donc le message va plus être envoyé à ton hypothalamus pour relâcher de l'oxytocine. Et donc, le système de rétroaction positif va arrêter. Mais l'oxytocine est quand même une hormone. Et ça veut dire que ça va rester dans le corps jusqu'à temps que l'hormone soit dégradée. C'est pour ça qu'après l'accouchement, la mère va continuer à avoir des petites contractions, mais elles vont devenir de moins en moins fréquentes jusqu'à temps que l'oxytocine sorte du corps en concentration suffisante pour qu'il n'y ait plus de contractions qui soient déclenchées. Mais ici, on a un système de rétroaction positive. Tant qu'un stimulus est détecté par un capteur, il va avoir le message qui va amplifier la réponse
jusqu'à temps que le stimulus disparaisse. Et ça, c'est différent du système de rétroaction négative, où là, il y a un stimulus qui est détecté et un renversement du stimulus pour ramener à la normale. Ici, il y a un stimulus qui est détecté et il y a une augmentation de la réponse jusqu'à temps que le stimulus disparaisse.